Bienvenue à cette deuxième journée sur le nouveau curriculum quatrième à sixième année. Et aujourd'hui, on va parler de la compréhension de texte, surtout. Alors, c'est encore moi, Élise Morin, qui va être avec vous pour la prochaine heure et quart. Et j'aimerais commencer avec une reconnaissance territoriale, mais cette fois-ci avec un poème qui a été écrit par Rita Mestocosho. On va lire le poème pour débuter. Alors, mon peuple écrivait en marchant, mon peuple écrivait sur la ligne de la mémoire. De cette façon, son bagage était moins lourd. Il avait la bibliothèque de la terre avec lui. Mon peuple écrivait des millions de livres éparpillés sur le territoire, des encyclopédies de rivières, des dictionnaires de montagnes, des géographies de forêt. Chaque ligne que mon peuple écrivait gardait sa mémoire éveillée, son esprit vif et son cœur léger. Alors, vous pouvez trouver ce poème-là. Je vous ai mis le lien ici. La voix de la poésie. C'est un très, très beau poème. Et en sixième année, pour ceux et celles qui enseignent la sixième année, ça pourrait être un poème qui serait intéressant aussi parce qu'on travaille aussi beaucoup les images en poésie. On fait comme la comparaison entre un livre et la nature. Donc, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant. Et c'est court et c'est des mots quand même assez c'est pas des mots trop dans un langage trop soutenu. Alors, on continue aujourd'hui notre survol du nouveau programme d'études. Alors, aujourd'hui, comme j'ai mentionné précédemment, on va parler de la compréhension de texte. On va parler de la fluidité en lecture, mais ça va être la dernière chose qu'on va aborder parce que je veux vraiment passer du temps sur la grammaire, surtout la partie de la syntaxe, parce que je sais que c'est quelque chose que vous allez devoir maîtriser puis qui est peut-être qui est nouveau un peu. On va parler du vocabulaire, mais vraiment, on va mettre l'accent sur une des sous-rangées qui est le sens et les nouveaux mots, alors que l'orthographe, on va y aller demain. Et je vais vous montrer aussi un exemple de comment utiliser la lecture interactive enrichie avec la grammaire. Voilà. Alors, encore une fois, on revient à ce que je vous avais proposé la dernière fois, de vous donner une intention d'écoute. Je sais, hier, je vous ai présenté beaucoup d'informations. Aujourd'hui, je vais vous en présenter encore. Donc, ça peut paraître une surcharge encore, mais essayez de penser à ce que vous aimeriez approfondir l'an prochain. On va commencer ici pour faire un lien entre ce qu'on a fait hier, entre la communication orale et la compréhension de texte, parce que tout est en tout. Alors ici, ça vient du livre Le langage oral à la portée de la main. C'est la connaissance des mots et de leur sens, ce qui est essentiel au développement de la lecture, en particulier à la compréhension en lecture. De plus, les élèves ont besoin de compétences au niveau du vocabulaire pour comprendre le langage oral et communiquer leurs idées et leurs pensées aux autres. Alors, je trouvais que ça résumait super bien parce que dans la compréhension de texte, on a vraiment aussi la réaction. Nos élèves doivent nous donner la réaction. Et pour ce faire, ils doivent avoir le vocabulaire pour être capables de s'exprimer et d'exprimer leurs idées et leurs opinions. L'autre chose aussi, c'est que on lit pour une raison, c'est pas juste pour remplir des tests de GB+. Il y a une raison pourquoi on lit, c'est pour comprendre un message. Donc ici, je trouvais que ça expliquait bien. La lecture n'est pas l'action de lire, c'est l'action de comprendre. C'est ça le but. On veut que nos élèves soient capables de comprendre. Je vous ai mis le lien ici quand vous allez avoir les diapositives. Institutrice.com, peut-être que vous connaissez déjà, mais il y a c'est français, mais il y a beaucoup, beaucoup de liens super intéressants sur l'enseignement de la lecture, de l'écriture. Ça peut vous donner des idées. On parle beaucoup de pédagogie là-dedans, et puis il y a des petites vidéos. Demain, je vais vous en présenter une vidéo, mais il y a beaucoup de belles choses là, sur ce site-là. Je vais vous montrer, peut-être c'est pour celles qui étaient là pour la session avec Pascal, vous avez vu ce modèle-là de la vision active de la lecture parce qu'on voit souvent un modèle de la lecture simple. On a le langage, la compréhension du langage et le décodage qui fait qu'on a la compréhension
de la lecture. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. On peut voir ici que, par exemple, en premier, nos élèves doivent être capables d'identifier des mots. Ça, à partir de quatrième année, c'est là qu'on voit souvent un genre de shift, si je peux dire en bon français. Nos élèves qui n'ont pas encore une bonne connaissance des correspondances graphèmes-phonèmes, alors c'est souvent on va voir que ça va achoper pour eux parce que s'ils se sont fiés à leur mémoire pour lire des textes, parce que souvent on voit quand on arrive jusqu'en troisième année, souvent on a des textes qui se ressemblent, puis que les mots on utilise qui sont semblables. Mais quand on arrive en quatrième année, là, on lit plus pour apprendre. Donc, nos élèves pour qui ça demande énormément d'énergie, juste identifier un mot, alors c'est certain qu'ils vont avoir de la difficulté à comprendre le sens de ce qu'ils lisent. OK? Donc, ça, c'est quelque chose que je dirais, même pour 4, 5, 6, à chaque année, au début de l'année, juste de faire une révision rapide. On n'a pas besoin de passer beaucoup de temps. Vous pouvez juste utiliser un diaporama avec les différents graphèmes et de voir qu'est-ce que vos élèves connaissent. Et peut-être en sous-groupe, après, travailler sur ces correspondances graphèmes-là pour aider nos élèves à devenir plus fluides en lecture. L'autre chose qui est importante, comme je disais, le composante qui est la compréhension du langage. Alors ça, c'est tout le lien avec l'oral. OK? Donc, quelles sont les connaissances que mes élèves connaissent au niveau des connaissances spécifiques à la lecture, donc les genres de textes. On a parlé hier de l'organisation de texte. Voyez-vous, tout se tient. Le raisonnement verbal, est-ce que je suis capable de faire des inférences? On a des élèves qui, des fois, ont des troubles du langage qui vont avoir de la difficulté à faire des inférences, même à l'oral. Donc, c'est certain que si j'ai de la difficulté à le faire à l'oral, ça va être d'autant plus difficile de le faire quand que je vais arriver en lecture et en écriture. La même chose avec la structure du langage. Si j'ai de la misère parce qu'on a plusieurs de nos élèves pour qui le français n'est pas leur langue première, donc la syntaxe peut être totalement différente dans leur langue première. Alors, ça va être difficile des fois de s'exprimer, puis même la syntaxe et la sémantique vont peut-être changer aussi le sens de ce que je veux dire ou je ne serai pas capable de m'exprimer euh, très bien. Je veux porter votre attention ici sur l'autorégulation active. On oublie souvent ça. La lecture, c'est très, très complexe. Il y a un lien aussi avec la compétence quand on parle de la persévérance. Si j'ai de la difficulté à identifier des mots, si je ne comprends pas ce que je lis, ça ne me tentera pas bien de lire. OK? Fait que je vais probablement décrocher. Donc, on veut que nos élèves soient capables de vivre du succès à chaque jour. Ce qui veut dire que des fois, oui, il va falloir modifier des textes. Maintenant, on a des outils d'intelligence artificielle qui peuvent nous aider à le faire. Alors, je vous encourage à les utiliser. Vous pouvez utiliser le même texte, mais vous pouvez le modifier selon les besoins de vos élèves parce que le but de la chose, comme on a vu tantôt, c'est de comprendre le message qu'on lit. Okay? En autant qu'on a les mêmes points importants. L'autre chose, c'est que on parle de fonction exécutive. Nos élèves nous arrivent maintenant de plus en plus avec des déficits dans ce domaine-là. Ils ont de la difficulté à organiser leurs tâches, de faire ça en séquence. Et moi, je l'ai vu les 5 dernières années que j'enseignais à la maternelle, je l'ai vu beaucoup, nos élèves ont de la difficulté à faire ça, puis ça ne change pas vraiment quand on arrive en 4, 5, 6. Donc, il faut prendre du temps pour aussi travailler ces habiletés-là d'autorégulation, puis ça va tout nous aider avec la lecture aussi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la compréhension de texte. Alors, dans la compréhension de texte, dans le nouveau programme d'études, on retrouve deux sous-rangées. La première étant les processus et stratégies pour comprendre un texte. Et la deuxième, c'est vraiment nos réactions et la perspective francophone. On se souvient que ce qui sous-tend notre programme d'études, français langue première, c'est vraiment la fierté, toute l'identité francophone. Donc, c'est important, ça va être important ici aussi. On va regarder notre programme d'études. Comme toujours, on doit commencer avec nos résultats d'apprentissage. C'est ce qu'on va évaluer à la fin de l'année. Donc, on ne panique pas rendu en septembre. Donc, on regarde en quatrième année. On voit ici les élèves démontrent leur compréhension de textes littéraires et courants. On se souvient qu'on a cette nouvelle nomenclature-là en appliquant les stratégies de leur choix et expliquent ce qui contribue à leur réaction et à leur sentiment de fierté face à la langue française. Donc, on voit vraiment encore
qu'on parle du sentiment d'identité puis de fierté par rapport à la langue française. Donc, on veut démontrer, alors qu'ici, les élèves font preuve de compréhension, mais un petit peu plus loin, à la suite de l'analyse. Donc, nos élèves doivent être capables d'analyser rendus en cinquième année et à l'application de stratégies. Donc, ce n'est pas seulement de reconnaître mes stratégies, mais il faut que je sois capable de le faire un petit peu plus de façon indépendante. Je vais appliquer les stratégies que j'ai apprises, que j'ai accumulées depuis la maternelle, selon le type de texte et démontre ce qui contribue à leur réaction et au sentiment d'appartenance. OK? Et en sixième année, ben là, on va encore plus loin. On va vraiment plus dans la métacognition. Les élèves évaluent leur compréhension. Donc, il faut que je sois premièrement conscient de quelles sont les stratégies que j'utilise et puis après, je peux évaluer ma compréhension, je peux justifier mes choix de stratégie et réagissent au texte en reconnaissant l'influence de leur bagage culturel sur leur sentiment d'appartenance. OK? Donc, on a aussi le bagage culturel qui rentre là-dedans. Ce que j'aimerais qu'on regarde ici, c'est le lien vraiment qu'on peut voir dans ces habiletés et procédures avec l'idée organisatrice de l'organisation de texte. Quand je vous dis là, que tout est dans tout, là, ben, c'est ça. Alors, on le voit ici, comme en quatrième année, discuter de l'utilité des connaissances au sujet de l'organisation des textes envers la compréhension. Donc, c'est clair, c'est mon organisation de texte que, qui est ici, que je dois, qui se marie très bien ici. Alors qu'en cinquième année, c'est utiliser des connaissances de l'organisation des textes pour soutenir la compréhension. C'est ce qui va m'aider. Si je sais qu'un texte narratif, il y a un narrateur, il y a des personnages, il va y avoir un élément déclencheur. Donc, ça va m'aider à comprendre le texte parce que là, ça va m'aider à ancrer mon intention de lecture. Quand j'arrive en sixième année, utiliser des connaissances de l'organisation des textes pour soutenir sa compréhension. Donc, vous voyez ici, on a encore utilisé nos deux verbes en cinquième et sixième année, alors qu'en quatrième année, discuter. Donc, voyez-vous, il y a une autre idée organisatrice qu'on peut rentrer là-dedans, quatrième année, qui est ma production orale spontanée. Je peux discuter. Je peux faire ça très facilement juste en travaillant cette habilité procédure, j'ai travaillé mon organisation de texte, ma compréhension de texte et mon oral. J'ai travaillé trois choses. Okay? L'autre chose sur laquelle je veux faire porter votre attention, c'est l'utilisation de l'outil de référence. Donc, ici, en quatrième année, quand on parle des connaissances, on va parler de l'utilisation d'outils de référence pour comprendre le sens des nouveaux mots. Le sens des nouveaux mots, ça, c'est aussi, ça va avec une autre idée organisatrice qui est le vocabulaire. Donc, je viens d'ajouter une autre. C'est super important d'enseigner à nos élèves comment utiliser des outils de référence. On ne fait pas que leur donner des outils de référence, il faut leur donner des opportunités de jouer puis de s'y approprier. Donc, je vais vous parler un peu de comment on peut faire ça. Il y a une multitude de dictionnaires ou d'outils de référence qui existent. OK? Souvent dans nos classes, qu'on remarque, on a souvent le fameux le Robert et Collins, un petit dictionnaire bilingue pour aider nos élèves, mais il y en a une multitude. Est-ce que vous en avez est-ce que vous avez plusieurs types de dictionnaires dans vos classes? Vous pouvez ouvrir votre micro ou dans le Moi, oui, chat. j'en ai quelques-uns. J'ai le multi qui est mon préféré, mais j'ai des dictionnaires français-anglais. J'ai des dictionnaires de synonymes et antonymes aussi. Parfait. Euh, Puis des guides de grammaire, je crois, comme des... Ben super. Mhm. Alors, je vais vous montrer trois ici qui sont aussi offerts en ligne et qui sont gratuits. On a ici Usito qui vient de l'Université de Sherbrooke. Donc, vous avez ici, je trouve qu'il est super bien fait, parce que abréviation, on va le voir plus tard, là, 5e année, nos élèves doivent connaître les abréviations, donc ça peut nous aider pour ça. Vous avez ici la liste d'orthographe.
Mais ça, c'est certain que c'est basé sur le programme d'études au Québec, mais quand même, ça peut vous donner des idées. Si j'arrive en quatrième année, je peux voir par ordre alphabétique quelle liste de mots, quels mots que mes élèves devraient être capables d'écrire. OK? Je veux juste mettre ça clair. La liste orthographique, c'est parce qu'il y a une distinction entre la liste de lecture et une liste orthographique. Donc, ça veut dire que mes élèves devraient être capables d'écrire, là, si je suis en langue première au Québec, ces mots-là. OK, avec les correspondances graphèmes-phonèmes et aussi en connaissant certaines régularités orthographiques. OK, méfiez-vous aussi des fois, si vous allez voir certains mots, des fois, nos élèves sont capables de les lire, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de les écrire. On ne peut pas s'attendre, c'est parce qu'ils sont peut-être pas là dans leur développement. OK? Donc, ça ne va pas nécessairement de pair. Donc, il y a plein de choses intéressantes là-dedans. On a aussi les adverbes, on a les particularités, on a les mots, vous avez des synonymes, antonymes, hyperonymes, donc vous avez hyperonymes, je devrais dire. Alors, vous avez plein de choses qui peuvent aider vos élèves. Oh, préfixes, suffixes, qui sont super importants parce qu'on fait de la morphologie aussi dans le nouveau programme d'études. Mais ça commence en troisième année mais ça se continue tout le long. Un autre dictionnaire qui est intéressant, peut-être que vous connaissez déjà, c'est le dictionnaire des co-occurrences. Ça, c'est gratuit et ça vient du gouvernement du Canada. Puis c'est bizarre que ça vienne des travaux publics et services gouvernementaux, mais quand même. Donc, vous pouvez écrire un mot, par exemple, si je cherche marché. Je vais chercher marché. Et là, je vais voir euh, les les différents mots de co-occurrence qui peuvent aller avec faire un, et ça explique un peu. Donc, ça peut être, pour aller dans le vocabulaire, aller un petit peu plus loin, on pourrait demander à nos élèves là, d'aller voir. Vous avez plein à faire. Là, oh, non, introduction. Ça, c'est Ouais, donc, vous avez toutes les entrées commençant par A. Vous avez cliquez sur l'entrée pour afficher. OK, donc, vous avez plein de mots. Vous avez ici tout l'index, tous les mots et qu'est-ce qui pourrait aller avec jardin. Comme quand mon élève, là, je suis plus au niveau de l'écriture quand même, mais ça peut aider mon élève. Je veux écrire à propos d'un jardin. Ben, voilà des mots que je pourrais utiliser qui vont peut-être se marier très bien avec ça. Un jardin, je pourrais peut-être le décrire en disant un endroit planté d'arbres ou je pourrais le décrire en disant un jardin luxuriant. Donc, ça aide nos élèves à des fois, on dit étoffer votre présentation. Donc, ça peut aider nos élèves à trouver des mots qui peuvent les aider dans leur écriture. Un autre qui est intéressant aussi, les synonymes, parce que là, ça fait partie aussi de notre programme d'études. La même chose. Là, je vous le mets ici, c'est plus, bon, je vais y aller avec marcher, mais là, voyez-vous, j'ai toute une liste de verbes qui peuvent m'aider à utiliser, au lieu d'utiliser le verbe marcher ou j'aime. Tu sais, on voit souvent là, ce genre de répétition-là dans nos textes chez nos élèves. J'aime, avoir, tu sais, comme par exemple avoir. Ça aussi, ça arrive souvent. Alors, posséder, tromper, on a acquérir. Donc, on a plein de choses qui pourraient être intéressantes aussi là-dessus. Alors, j'ai Martine qui a une question. OK. Oui, oui, Élise, oui. est-ce que les petites barres à côté de chacun des synonymes, est-ce que c'est le taux de fréquence d'utilisation? Est-ce que tu penses que c'est ça? Bonne question. Ça se pourrait, oui. Ou peut-être que oui. D'après moi, oui. Ou ce 85 sont clics 95 clics. D'après moi, c'est peut-être celle qu'on utilise plus ont parce été choisis. qu'avoir, ouais, je pense que ça pourrait être plus ça, ouais. OK. OK. Ouais, Merci. ouais, de rien. Évidemment, il y a le Becherel aussi qui est en ligne, là, qui est là, qui peut. Donc, donc, je vous ai mis ces liens-là pour vous montrer différents. Ben, il y a Antidote aussi, si vous avez accès, si vos écoles vous l'achètent, qui est vraiment bien, mais il y en a plein. OK? Euh, et il y en a qui Oui. sont plus spécifiques. Oui. J'avais André qui demandait dans le clavardage si ces ressources étaient reconnues par le ministère, si tu sais.
Ben, ils n'ont pas. OK, avec le nouveau programme d'études, ce que j'en comprends, il n'y a pas rien de nécessairement, ils n'ont pas de liste à part pour des évaluations, là, c'est comme diagnostic ou quoi que ce soit, il n'y a pas vraiment de liste de manuel ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce que j'en comprends. OK. C'est juste, excuse-moi, c'était juste pour les examens, les Ah, PIT. C'est ça. Est-ce que si on commence à travailler avec un des outils-là, est-ce que on est encore à la base là, avec eux autres, hein, avec le ministère, n'est-ce pas? ouais. Et là, je ne sais pas avec le nouvel examen de test de rendement en sixième année. Mhm. Mais en même temps, il n'y a rien qui nous empêche de travailler avec ça juste pour aider à nos élèves à développer le vocabulaire durant l'année. Parce que ça va, on espère qu'ils vont être capables de créer un vocabulaire soutenu. C'est ça le but, hein. Dans le fond, c'est pas juste on ne fait pas juste écrire pour notre test à la fin de l'année. On veut qu'ils soient des auteurs aussi, qu'ils deviennent des auteurs et des lecteurs. Donc, voyez-vous, tout ce qu'on a besoin de savoir pour utiliser un outil de référence ou un dictionnaire. OK? Donc, on a toutes nos connaissances métalexicales. Puis tantôt, là, quand on va rentrer dans le vocabulaire, vous allez voir, tout est là-dedans. Donc, nos élèves doivent avoir la polysémie, c'est-à-dire qu'un mot peut avoir plusieurs sens, comme une marche, je marche. OK? Donc, un est un nom, l'autre est une action. On a les liens lexicaux, des synonymes, des antonymes, des mots génériques spécifiques, la co-occurrence. Donc, il faut que si je cherche dans un dictionnaire de co-occurrence, ben, ce ne sera pas nécessairement pour. C'est quoi mon intention de chercher là-dedans? C'est pour trouver des mots qui vont étoffer ce que je veux écrire, ce que je veux donner comme message. Mais si j'ai besoin de quelque chose pour l'orthographe, ben peut-être que là, je vais avoir plus besoin de l'ordre alphabétique au niveau de mes connaissances orthographiques, puis l'orthographe des mots à chercher. Et la classe de mots aussi, parce que dans notre dictionnaire, ça nous dit est-ce que c'est un nom, est-ce que c'est un adverbe, est-ce que c'est un adjectif, est-ce que c'est féminin et masculin. Donc, c'est super important. Nos élèves doivent savoir quelles sont toutes les petites abréviations qui viennent à côté du nom. Donc, il faut leur enseigner ça. Et on doit aussi leur dire ben, quel dictionnaire utiliser ou quel outil à utiliser, quand et pourquoi. Donc, tout revient encore à ce que je disais tantôt, hier, au niveau d'une approche très explicite. Mais des fois, on oublie de faire ça avec le dictionnaire. On donne à nos élèves un dictionnaire, puis on pense qu'ils sont capables de s'en servir. Oui, en surface, mais ce qu'ils comprennent vraiment jusqu'où ils peuvent aller dans l'utilisation d'un dictionnaire pour les aider avec le vocabulaire, surtout. Donc, il y a vraiment, on va voir tantôt, il y a vraiment un lien avec le vocabulaire. Je vous présente ici un livre c'est un roman. C'est écrit de François Gravel. C'est quand même assez vieux, mais ça s'appelle Granulite. C'est vraiment un beau petit roman. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous aide à travailler le dictionnaire, l'utilisation du dictionnaire. Je vous dis très rapidement, l'histoire, c'est un jeune garçon qui doit passer l'été chez sa grand-mère et ben, c'est long. Lui, il aime faire du sport, il aimerait que sa grand... Mais là, quand il va chez sa grand-mère, tout l'été, il pense ou pour les vacances, il pense qu'il va s'ennuyer. Alors, mais sa grand-mère qui adore les mots, qui adore travailler la langue, alors elle lui propose des jeux de dictionnaire. Donc, ceux-là, je vous ai juste mis. Puis, voyez-vous, ça, c'est un chapitre. Fait que c'est pas très long, là. Donc, moi, ce serait quelque chose que peut-être que j'utiliserais, que moi, je lirais comme enseignante et qu'on ferait le travail ensemble. Il y a plein de choses qu'on peut travailler. Là, on pourrait travailler le vocabulaire, on pourrait travailler, ben, vous avez aussi ici avec euh, les dialogues, bon, il y a plein de choses qu'on peut travailler. Mais il y a ben, il y a à peu près 2 ou 3 activités qui vous donnent que lui fait avec sa grand-mère. Donc ici, celui-là, il fallait pour chercher il crée une phrase, comme les dictionnaires de ma grand-mère sont dans la bibliothèque. Donc, pour chaque mot, il doit trouver un mot
par exemple, dictionnaire, ben, il va aller dans la section des DICT. Puis là, ben, il a changé ça pour dictateur de ma granulite sont dans la biche. Donc, ça change. C'est un peu l'histoire de créer des phrases folles. Donc, ça peut être amusant pour les élèves. Je vous ai mis aussi une autre activité qui est encore tirée de ça, c'est les mots mélangés. Et c'est pour travailler ici, c'est d'inventer des mots nouveaux. Alors, par exemple, on va dire comment appelle-t-on un hippopotame qui joue du tambour? Donc, on joue avec le langage un hippopotatame. OK? Donc, on essaie de combiner des mots. On pourrait utiliser n'importe quel mot. Puis, en même temps, c'est une façon ludique d'aller travailler notre vocabulaire, d'aller chercher des mots. Puis je vous dis que si vos élèves s'amusent et rient, ils vont s'en souvenir des mots. Et vous allez être surpris de voir que des fois, il y a des mots qui vont aller vous chercher parce qu'ils veulent trouver des choses qui sont plus difficiles pour leur père, pour être capable de, par exemple, ici, à partir du mot tortue, ben, l'élève va prendre la dernière syllabe du mot, il va tenter de trouver un mot dans le dictionnaire qui commence avec la syllabe finale. Donc là, on travaille aussi ma conscience phonologique. Mes syllabes, c'est quoi une syllabe? Et de créer un nouveau mot. Donc, je pourrais faire tortue. Là, je fais tortue et turban, ça fait une torturban. Et là, mon élève pourrait aussi développer, par exemple, une définition par rapport à ça, selon le sens. Donc, on travaille notre sens du vocabulaire, on travaille une activité ludique, on travaille l'utilisation d'un outil de référence. Donc, voilà, une suggestion. Puis ça, c'est un petit livre aussi que vous pouvez acheter en format PDF. Moi, je l'ai en format PDF, donc c'est facile de présenter au tableau. Puis souvent, les livres en format PDF coûtent beaucoup moins cher que les livres en format... Mais peut-être que vous l'avez déjà dans vos bibliothèques parce que c'est un livre qui est quand même plus vieux, là. Voilà. Alors, on a vu nos résultats d'apprentissage, on a vu l'utilisation. Maintenant, en 5e et 6e année, on va parler, là, l'élément, ce on doit apprendre, ce sont les paratextes. OK? Donc, qu'est-ce que c'est les paratextes? C'est les caractères gras, les illustrations, le titre, les sous-titres. Et en 6e année, c'est les intertitres, le glossaire, la table des matières. Vous pouvez voir que ça va aussi avec mon organisation de texte parce que là, je m'en vais dans des textes qui sont plus à caractère, ben, ils sont courants, des textes courants qui vont être peut-être je crois qu'il y avait le documentaire, je pense que c'est en 6e année, si je me rappelle bien. Donc, ça va avec ça parce que le texte descriptif ou informatif va probablement avoir une structure qui va aller là. Donc, il faut encore là enseigner à nos élèves comment utiliser ça. Et ici, en parenthèse, ces parties-là, ce sont des choses qu'on peut modéliser quand on lit un livre à haute voix. Je vous recommande fortement, même si vos élèves savent lire de façon autonome, de lire à vos élèves. Vos élèves doivent être exposés à un lecteur compétent. Et vous êtes, on l'espère, la personne la plus compétente dans la classe à lire. Donc, et vous devez aussi leur montrer les stratégies que vous utilisez. Vous devez les dire à voix haute, puis on va voir un peu comment Pascal le fait avec la lecture interactive enrichie. On veut que nos élèves, par exemple ici, on veut avoir des stratégies qui appuient l'étape de la lecture, du visionnement et expliquer son choix. Alors, moi, comme lecteur, je peux décider de prendre un livre et je vais expliquer à mes élèves pourquoi j'ai choisi ce livre-là. Si, par exemple, en sciences, je suis en train de travailler, moi, je ne sais pas, moi, à partir de la 4e année, il y a l'espace. Donc, je suis en train de travailler le concept je ne sais pas, de la Lune. Ça, c'est pour l'année prochaine, là, mais c'est c'est dans le nouveau programme. Ben, peut-être que je vais dire à mes élèves, ben, j'ai choisi ce livre-là parce que je savais que c'est un livre courant qui portait sur la Lune, puis c'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre. On prend pour acquis que nos élèves comprennent ça, mais il faut leur dire, parce que ce n'est pas tous nos élèves, ce n'est pas implicite pour tout le monde.
Pour certains, ça l'est, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. La même chose quand on va parler d'inférence. OK? C'est facile quand on a des indices qui sont gros comme ça, on va les voir, mais des fois, faut dire à voix haute comment on est arrivé à cette déduction-là pour vraiment guider nos élèves à le faire. OK? Donc, c'est pour ça que je vous encourage à lire à vos élèves. L'autre chose ici, expliquer ce qui a permis de réparer un bris de compréhension en sixième année. Vous vous souvenez, on a parlé de bris de compréhension hier à l'oral. Donc, si j'ai de la misère à retenir à l'oral, ben, ça va être difficile de le faire à l'écrit, de lire quand je lis un texte. OK? Donc, il faut faire les liens. Faut aider nos élèves à faire les liens entre ce qu'on a fait dans un domaine, ou ben, on ne dit plus domaine, non, mais dans une idée organisatrice et dans une autre. Donc, je vous donne quelques exemples de textes ou de paratextes, comme ici, ça vient du livre Je suis terrible. Je sais que c'est quand même un livre qui qui serait plus jeune que vos élèves, de 4, 5, 6, mais quand même, ça pourrait être intéressant si vous avez des fois, il y a des écoles qui travaillent, par exemple, des élèves d'un niveau plus élevé qui vont travailler avec une classe, ils vont juste être jumelés, par exemple, avec une classe de maternelle. Ben, quand on va parler en quatrième année de la fluidité en lecture, ça peut être une façon de faire aussi, d'utiliser ce genre de texte-là. On leur enseigne. Moi, avec mes élèves en quatrième année, je vais leur enseigner c'est quoi les illustrations, qu'est-ce que c'est, et les aider avec leur fluidité de lecture. Alors, je sais que là, c'est écrit en rouge, c'est gros, en lettres majuscules. Je sais que je vais devoir utiliser une voix euh, forte. Donc, regarde-moi, je suis terrible. Alors, et puis là, il y a le dessin qui aide. Donc, on peut aider nos élèves à devenir très fluides en lecture. Des textes sont simples. Vous allez me dire, ben, c'est pas de quatrième année, mais quand même, je ne suis pas obligée de donner un texte de niveau de quatrième année pour travailler la fluidité de lecture. C'est pas le décodage puis la compréhension que je travaille, là, c'est ma fluidité de lecture. OK? Donc, ça pourrait être une idée. Je veux vous montrer ici le glossaire, puis je l'ai mis en hyperlien aussi parce que je fais le lien avec les mathématiques. On a fait la définition de tous les verbes dans le programme d'études en mathématiques. Donc, ça, c'est un exemple de glossaire. Donc, je vous l'ai mis là aussi, vous allez pouvoir l'avoir là, par rapport à juste 4 à 6 aussi. OK? Et évidemment, ben, dans mon livre documentaire, parce que ça fait partie des textes que je dois enseigner, ben, on va leur montrer à quoi ça sert. Pourquoi on a mis on a présenté l'information de cette façon-là. OK? Puis, on peut avoir nos élèves à nous aider à comprendre le pourquoi. Encore là, je vous donne d'autres ressources qui sont intéressantes. À l'Université de Sherbrooke, ils ont l'air d'avoir pas mal de choses très intéressantes qui se font présentement. J'ai trouvé ça aujourd'hui. C'est pour mettre en valeur tous les lecteurs. Donc, je vais vous amener ici. Ils ont beaucoup de choses. Ce sont ces deux personnes-là, un professeur en didactique et une conseillère pédagogique. Et ils ont plein d'activités, comme par exemple, vous avez ici les leviers. Ils vous parlent de. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont en anglais, mais quand même, ils vous parlent. Il y a différentes choses plus au niveau de l'évaluation. Il y a même des formations, puis si ça vous intéresse, vous n'avez rien à faire dans cet été, au mois d'août, je trouvais ça intéressant, c'était réfléchir ensemble à l'évaluation de la lecture au primaire. Parce que là, on se pose des questions présentement, qu'est-ce qu'on va utiliser? Puis on n'est pas tout seul. Au Québec aussi, c'est la même chose. Donc, ça pourrait être quelque chose qui est intéressant. Puis, il y avait un de mes auteurs préférés qui va être là, c'est Jacques Goldstein. Si vous connaissez, il a écrit Les Étoiles, il a écrit Jim et... voyons, comment il s'appelle? Jim et... voyons. En tout cas, c'est sur la Première Guerre mondiale. Puis, il vient de sortir un nouveau livre. Et vous avez aussi des ressources avec différentes, euh, par exemple, il y avait les cercles d'auteurs dont je vais vous parler aussi demain. Donc, ils ont plein de choses et des coups de cœur aussi. Ah, c'est lui, là.
Jacques Goldstein, mais il a écrit d'autres livres aussi, là. Mais j'aime beaucoup, quand on veut travailler les compétences, mais on veut travailler aussi des concepts du français. Je trouve que ces livres sont vraiment bien pour le deuxième, troisième cycle du primaire. Je ne sais pas si vous connaissez Elodile. C'est un site qui vient de l'Université de Montréal. Ouais. Je me mêle tout le temps avec l'Université du Québec de Montréal, mais c'est vraiment pour plurilingue. On a nos élèves qui viennent euh, de différents endroits qui ne sont peut-être pas français, n'est pas leur langue première. Alors voilà, il y a plein de choses, des articles, des vidéos, évidemment la littérature jeunesse. Adèle, peut-être que vous connaissez, mais là, je ne cliquerai pas dessus parce que le lien aujourd'hui ne semblait pas fonctionner très bien, mais c'est où vous pouvez trouver, il y a plein de textes pour la compréhension en lecture, puis qui vous donne aussi des idées d'intervention pour vos élèves en difficulté. Peut-être que vous connaissez Lire en couleur. Ça, c'est plus pour nos élèves, là, peut-être qui auraient de la difficulté en lecture, mais on peut mettre ça sur nos textes, une version en ligne où je peux mettre des couleurs par rapport à des phonèmes. Mais je pourrais l'utiliser aussi en grammaire quand je vais travailler les constituants de la phrase. Donc, ça pourrait être une façon d'utiliser pour aider nos élèves, soit à décoder ou encore avec plus de fluidité. Par exemple, si j'utilise une virgule, peut-être une couleur pour la première partie de ma phrase, pour pouvoir montrer à mon élève que là, il y a une pause, puis après ça, je vais dans une autre couleur, puis ça me dit que là, je reprends mon souffle et je continue. Donc, c'est un autre outil, c'est gratuit. Mais on a tous des élèves qui peut-être ont des difficultés des fois aussi en lecture, même si on est en 4, 5, 6. OK, deuxième partie ici au niveau de la compréhension de texte, c'est les réactions et les perspectives francophones. Alors, nos élèves doivent donner des raisons qui expliquent sa réaction émotive, OK, physique ou réfléchie face à des divers textes. OK? Là, je ne vais pas à tout, là, mais je veux juste vous montrer que dans chaque partie, chaque année, on doit montrer des réactions. En 5e année, c'est comparer les réactions que suscitent divers textes. OK? Donc, comparer, on va un petit peu plus loin. Donc, et 6e année, on doit justifier. OK? Et je vais vous montrer tout ça, ces verbes-là, ils ont été mis là pour une raison. Et c'est basé sur la science. OK? Il y a une recherche qui a été faite. Je ne sais pas si c'est là qu'ils l'ont pris, mais en tout cas, j'ai trouvé quelque chose qui montrait. Encore mon ami Christian Dumais. Et cette fois-ci, avec Mme Soucy, ils ont fait une étude plus. C'était pas il y avait avec quelques classes, là, il n'y avait pas un gros échantillon, mais quand même, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont présenté différents textes aux élèves à l'oral pour justifier à l'oral. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que les élèves, ben, comment justifier? Là, premièrement, les élèves, comment ils justifiaient. Donc, premier niveau, c'est on présente le ou les raisons à l'origine de son propos. OK? Donc, 4e année, quand on regarde le programme d'études, c'est là. Présenter le ou la raison à l'origine de ce. J'aime le personnage, j'aime, je sais pas, moi, j'aime l'auteur Élise Gravel parce que. OK? 4e année, on s'attend à ça. 5e année, là, on compare. Voyez-vous, dans mon programme d'études, c'est marqué comparer. Donc, la comparaison, c'est quoi? C'est le procédé par lequel on rapproche des éléments en faisant ressortir leur ressemblance et leur différence. Et là, quand on regarde ici, là, ce qu'ils ont vu, ben, à partir du 2e cycle et 3e cycle, c'est quelque chose qu'on peut évaluer parce que nos élèves devraient être capables de le faire. Puis, ils vous donnent des exemples. Et en 6e année, quand on arrive dans le programme d'études, on parle de justification parce qu'on veut qu'il sorte une citation du texte, un extrait du texte pour justifier notre réponse. Donc, vous voyez, il est vraiment ici aussi. Donc, on va dire dans le livre, ben, on dit il adorait le goût du papier. Alors là, on va justifier notre
notre opinion, notre réaction plutôt, pas notre opinion, parce que là, ce n'est pas un texte d'opinion, mais on va justifier notre réaction en utilisant, c'est pas seulement j'aime, c'est que là, je justifie avec des extraits. Comment on fait ça? Là, il y a des supports visuels que je vous ai mis parce que, encore là, il faut enseigner ça à nos élèves. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Oreo, c'est-à-dire la méthode sandwich qu'on peut appeler. Donc, en premier, opinion exprimée clairement, selon moi. Et là, on peut donner ça à nos élèves aussi, ces débuts de phrases-là pour les aider. Ensuite, la raison pour justifier, parce que là, plus ici, je reste sixième année, exemple qui appuie la raison, parce que là, je dois justifier. Et là, opinion exprimée avec conviction. Donc, je dirais qu'en sixième année, je ferais tout, mais quatrième année, ben, je veux vraiment qu'on va peut-être faire juste les deux premières parties. Un autre outil qui est intéressant pour justifier son choix, c'est vraiment bien fait. C'est 4 pages, c'est plus à l'écrit, mais vos élèves peuvent communiquer ma décision, j'ai décidé, j'ai choisi. Tu sais, ça l'aide pour nos élèves à peut-être construire un peu leur pensée pour être capable d'évaluer ou encore d'exprimer leur réaction. OK? Donc, je vous ai mis ces deux, et voilà, ici. Donc, vous avez même ici une grille qui vous aide à évaluer à quelque part. Est-ce que évaluer, si je donne aucune raison, ben, je n'ai pas rencontré l'objectif. OK? Donc, encore une fois, je me répète, tout ça s'enseigne. Et on ne prend pas pour acquis que nos élèves, parce que là, c'est pas comme à la maternelle où on apporte un objet puis qu'on parle de son objet. Là, il faut que ça soit justifié. Là, puis il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. OK, on arrive à la... Oh, quel est le nom de... Martine, tu m'as demandé quel est le nom de la session au mois d'août? Oh, OK, Oui, j'étais trop lente. J'ai pris en note le site. OK. Ben, je vais te le J'étais dire. trop Ben, lente. je vais te le dire à ta minute. Voyons, j'ai de la misère. Formation. Ça s'appelle Réfléchir ensemble à l'évaluation de la lecture au primaire. Merci. Voilà. Alors, la syntaxe. Parce que en grammaire, il y a 4 sous-rangées, mais aujourd'hui, on va vraiment travailler un petit peu plus, regarder un petit peu plus sa syntaxe. C'est le gros morceau de la grammaire. OK? Alors, donc, la syntaxe, ici, on a, vous allez voir, oups, mes petites notes. On voit ici que dans la question directrice, la terminologie manipulation syntaxique, c'est la première fois qu'on le voit dans le programme d'études. Okay? Avant, on parlait plus de constituant de la phrase, mais là, maintenant, on s'attend à ce que nos élèves en quatrième année connaissent les constituants de la phrase, c'est-à-dire, là, vous les avez ici. C'est quoi une phrase une phrase de base? Mon groupe nominal, mon groupe verbal, mon prédicat, mon complément de phrase. OK? Donc, mes élèves devraient connaître ça quand ils arrivent en quatrième année. On s'entend que probablement en 5e, 6e année, nos élèves ne l'ont peut-être pas vu parce qu'ils n'ont pas eu le nouveau programme d'études. Tu sais, si on n'enseigne pas la nouvelle grammaire, ben, on parle de sujet, verbe, complément. OK? Mais là, dans le nouveau programme d'études, on veut vraiment parler de la nouvelle grammaire. Donc, le vocabulaire a changé un peu. Donc, ça, c'est la première chose qui vient de changer. Ici, on regarde ici, repérer à l'aide des manipulations syntaxiques à l'étude les constituants de phrases de base et reconnaître leurs fonctions syntaxiques. Ça ressemble à du chinois, ça là, mais vous allez voir, là, c'est pas si compliqué que ça. Donc, là, au début, on repère. En 5e année, on va décrire. Donc là, non seulement dans une phrase de base, mais je vais être capable de voir que une phrase qui a été transformée de type interrogatif, exclamatif ou impératif, de forme positive ou de forme négative. Donc, vous voyez là, tout ce que nos élèves doivent déjà posséder comme connaissance antérieure, doivent savoir, premièrement, c'est quoi
les différents types de manipulation syntaxique. Ils doivent connaître c'est quoi les constituants d'une phrase de base. Ils doivent savoir c'est quoi une phrase interrogative, c'est quoi une phrase exclamative, c'est quoi une phrase à l'impératif, c'est quoi une phrase positive, c'est quoi une phrase négative. 7 choses, OK, qu'ils doivent connaître juste pour cette habilité procédure-là. Et ici, ben là, on va plus loin. Donc là, on veut que nos élèves les utilisent en 6e année pour analyser la phrase de base ou la phrase transformée et leurs constituants. Là, même si ça parle d'analyse de phrases, là, on ne commence pas à faire des feuilles puis donner des feuilles d'analyse de phrases comme j'ai vécu, moi. On va aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus authentique pour nos élèves, puis je vais vous montrer un petit peu pour comment. Donc, quand je vous parlais de manipulation syntaxique, on va aller voir de quoi on parle. OK? Donc, en 4e année, nos élèves doivent connaître c'est quoi un effacement. OK? Donc, ici, vous avez la définition. On va aussi regarder l'encadrement. OK? C'est, puis là, qui, OK? C'est José qui parle. Donc, c'est mon encadrement. Et on a le déplacement aussi. Donc, par exemple, je prends mon complément d'objet direct qui est à la fin de la phrase, mais je le mets au début, comme mon complément circonstanciel, je ne sais pas si on dit ça encore, mais comme par exemple, je suis allée dehors, ou je pourrais changer dehors, ben, ça se dirait mal, là, mais quand même, là, vous voyez, on pourrait changer ces parties-là. OK? Donc, et en 5e année, là, l'autre manipulation, on doit connaître l'addition. Quand j'arrive en 6e année, là, on devrait toutes les connaître. Donc, on s'entend qu'en 6e année, cette année, ben, l'année prochaine, je vais devoir commencer à enseigner c'est quoi chacune de ces manipulations syntaxiques avant d'être capable de m'assurer que mes élèves vont être capables de l'utiliser de façon indépendante. Donc, il y a un petit peu de choses qu'on va devoir aller s'assurer que nos élèves connaissent avant d'aller plus loin, surtout en 5e et 6e année. Donc, ici, il y a quelques petites choses, c'est juste pour vous décrire c'est quoi, de quoi on parle. Mais je vais vous montrer une petite vidéo qui va... il est où ma vidéo? Moi, je l'ai perdu. Ah oui, ici. OK. Je vais montrer une petite vidéo. Puis ce site-là, il est vraiment bien parce que c'est tout sur la nouvelle grammaire. Et je vous dis aussi que comme enseignant, je vous suggère peut-être cet été de vous familiariser avec le langage de la nouvelle grammaire. Mais on va regarder, c'est une petite vidéo de 5 minutes. Puis on va regarder de quoi on parle. Oh, attendez une minute, il faut que je partage mon son. Vous n'avez pas le son, hein? Non, OK, parfait. C'est ce que je croyais. Well, you share ça. OK, voilà. L'apprentissage des manipulations syntaxiques est un long processus. Le personnel enseignant pourra faciliter leur appropriation en modelant fréquemment leur usage. C'est aussi en les utilisant régulièrement que les élèves deviendront habiles et développeront l'habitude de les utiliser spontanément pour justifier leurs raisonnements grammaticaux. Ainsi, les manipulations syntaxiques leur permettront de développer leur capacité à réfléchir sur la langue pour mieux comprendre son fonctionnement. L'usage réfléchi des manipulations syntaxiques permet de s'éloigner du concept de truc que l'on applique de façon mécanique, sans comprendre la règle qui le régit, induisant trop souvent l'élève en erreur. Produire un référentiel de classe ou inviter les élèves à créer leur propre référentiel est une stratégie d'enseignement efficace pour soutenir l'élève dans l'utilisation de ses opérations sur la langue. En équipe, les élèves observent les caractéristiques du complément du nom à l'intérieur d'un corpus soigneusement sélectionné pour mettre en évidence le concept grammatical à l'étude. Après une activité d'observation et de réflexion, les élèves constateront que le groupe nominal peut n'être constitué que d'un déterminant et d'un nom, et que plusieurs groupes syntaxiques
tels que le groupe adjectival et le groupe prépositionnel, peuvent occuper la fonction de complément du nom. Le travail de collaboration permet à l'élève de confronter ses représentations et sa compréhension. Il apprend ainsi à verbaliser son raisonnement de manière plus précise et à le justifier à l'aide de manipulations syntaxiques. Tout cela est le fruit pour garantir sa survie. Je n'aime pas comment ça sonne dans mon oreille quand j'efface de l'évolution de l'espèce. Je ne suis pas certaine. Je vais garder une trace de mon doute. Les manipulations syntaxiques sont des opérations ou des tests menés sur des unités linguistiques, soit des mots, des groupes de mots ou des phrases, pour en découvrir les caractéristiques ou les propriétés. À l'aide de cet outil, les élèves pourront laisser des traces de leur réflexion linguistique, mettre en évidence des caractéristiques syntaxiques, aussi nommées propriétés syntaxiques, d'une unité de la langue, mettre en évidence la relation de l'unité avec les autres unités de la langue, dégager des régularités du système de la langue, comprendre le système des accords. Pour conclure, pour plusieurs personnes, le potentiel de l'utilisation des manipulations syntaxiques est sous-estimé ou inconnu. Le soutien par l'entremise d'une communauté d'apprentissage professionnel, CAP, est une stratégie gagnante pour favoriser l'appropriation de cet outil d'analyse qui favorise la métacognition chez l'élève. Tout comme l'élève, l'enseignante ou l'enseignant doit développer son habileté à les utiliser pour parler grammaire avec ses élèves. OK. Voilà. Alors, vous pouvez voir que ça paraît complexe. Là, ici, ils vous ont montré un système, là, ils utilisaient là, des symboles pour les différents types. Mais je veux juste vous montrer ici une vidéo où c'est Pascal, on va juste aller à la 14e minute, où c'est pour un élève une classe de 3e année, mais je pense qu'on peut le faire parce qu'on parle de prédicats, tout ça en 4e année, mais juste pour vous donner un exemple. Alors, l'enseignante lisait le livre Gros Super Ours, je crois, et on va voir comment il... Moi, je vais avoir besoin d'aide pour lire. À 14 minutes. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà vu, mais... OK. Voilà. OK. 11. On le dit ensemble en s'exclamant qu'une voix d'ours, là. C'est mon jour de chance! Ben oui, c'est ça que ça dit. Puis ça dit 10 gros ours. Ben voyons donc. Fait qu'ici, j'ai gros ours à la fin de la phrase. Ça, c'est mon groupe sujet, ça. C'est mon groupe sujet, puis il est à la fin de la phrase. Les groupes sujets, c'est toujours à la fin de la phrase. Ils n'ont pas l'air d'accord avec moi. Non, pas encore. Toi? Non. Non, parce que des sujets pourraient aller à d'autres places. Pour aller à d'autres places. C'est vrai, tu as raison. Le groupe sujet, d'habitude, il n'est pas à la fin. Il est au début. D'habitude, on dit « Gros ours dit « C'est mon jour de chance ». Ça, c'est une phrase qu'on voit plus souvent, hein? Mais là, c'est une phrase spéciale. Quand les auteurs font parler les personnages, ils mettent un tiret, puis regardez, ils commencent avec une lettre majuscule, puis ils finissent avec un point. Ça, c'est ce que le personnage dit. Il dit quoi, le personnage? C'est mon jour de chance! Excellent, vous avez pensé au point d'exclamation. Et ensuite, il y a le verbe dit, puis ici, on a le groupe sujet. Ça veut dire que le gros ours dit ce qui est écrit là.
Puis on voit que dans le fond, notre prédicat, il est tout au début. C'est rare qu'on a ça, les prédicats, au début de la phrase. Y a-t-il d'autres choses que tu voulais ajouter? Le micro, Oui, le micro? Je vais venir. On va aller par ici. Qu'est-ce que tu voulais ajouter? Pour moi, je vois le groupe sujet plus à la fin. Pour? Pour elle, elle voit le groupe sujet plus à la Ah, fin. tu le vois plus à la fin? C'est vrai que dans cette phrase-là, il est à la fin. Tu as raison. Mais dans les phrases, habituellement, le groupe sujet va au début. C'est juste quand les phrases rapportent ce que les personnages disent. C'est une autre sorte de phrase qu'on voit dans les textes. Fait que si vous, là, puis on va y penser demain, puis après-demain, il va falloir écrire, faire parler des personnages. Fait comment on va s'y prendre? Alors, c'est juste pour vous montrer comment on peut utiliser un texte et montrer différents types de phrases. Puis là, c'est sûr qu'on parlait vraiment plus des constituants de la phrase. On parlait du prédicat, mais en même temps, on parlait de déplacement parce que mon prédicat était au début de la phrase, alors que mon verbe et mon sujet étaient à la fin de la phrase. Donc, juste une petite phrase comme ça d'un texte que j'ai enseigné, que j'ai lu, je pourrais leur travailler puis aider quand mes élèves doivent analyser ou voir quelles sont les phrases et pourquoi. Puis en même temps, ça va nous amener vers l'écriture parce que pourquoi l'auteur a choisi de faire ça aussi? Parce que là, on va parler plus tard, demain, quand on va parler de la production écrite, nos élèves doivent faire des effets. Et les manipulations syntaxiques vont nous aider à faire des effets. On ne fait pas des phrases toujours graphiques pareilles. On doit faire des manipulations aussi pour amener un rythme pour que le lecteur continue à être intéressé à à notre histoire, à ce qu'on veut raconter. Pas juste au texte narratif, ça peut être aussi pour les textes plus de type courant. Je vous ai mis aussi ici, c'est une planification. Parce que quand on lit un texte, là, on parlait de compréhension de texte, quand on lit un texte, on veut le préparer. Quelles sont les parties que je vais enseigner? Donc, tantôt, je vous ai montré, par exemple, avec le chapitre de granulite, on voulait travailler l'utilisation des outils de référence. Mais ici, je vais le mettre un petit peu plus grand pour que vous puissiez le voir mieux. On pourrait, à quelque part, utiliser, quand je prépare, quel type de texte que je veux montrer à mes élèves, quelles sont les connaissances que je veux que mes élèves aient et quelles sont les stratégies. Par exemple, si je veux travailler une stratégie d'inférence, ben, je vais utiliser le texte pour le faire. Puis peut-être que la deuxième fois que je vais retourner faire retourner avec le même texte parce qu'on veut aussi que nos élèves réinvestissent le même texte, on va peut-être, ben là, peut-être que dans cette partie-là, je voudrais travailler certaines parties de la grammaire. OK? Donc, c'est juste une façon, vous allez avoir accès à ça. Pascal partage toutes ces choses à tout le monde. Alors, c'est super bien fait et vous pouvez le créer pour vous autres. Puis, il y a même la fiche à l'écrit parce que une fois si on est capable de comprendre, de trouver ces parties-là dans la lecture, ben quand moi, je vais modéliser pour mes élèves comment écrire comme des auteurs, puis comment utiliser ces manipulations syntaxiques-là, ben je vais pouvoir aussi m'aider en utilisant ce document-là pour savoir quelle partie que je veux travailler. Parce qu'on ne travaille pas tout le temps, c'est trop pour nos élèves. Et pour nous aussi. Voilà. Moi, je vais avoir besoin d'aide. Voilà. Alors, aussi, pour vous aider avec la grammaire, je sais que le livre se dit français langue seconde, mais il est super bien. C'est un condensé, et ça l'explique vraiment la nouvelle grammaire, le vocabulaire et tout. On a aussi, je ne sais pas si vous connaissez le groupe. Oui, vous allez recevoir tous les liens avec les ressources. Oui, bon, tout est là. Vous avez aussi les dictées zéro faute. Ça, c'est un groupe Facebook, là. Dictées zéro faute, phrase du jour, combinaison de phrases et plus. C'est vraiment des façons de faire qui sont plus
de la métacognition, là. Par exemple, la grammaire, là, on peut faire ça juste le matin quand je fais mon message du jour en lecture, puis on peut travailler, on peut demander à nos élèves de le réécrire, de le redire. On peut travailler ça. Ça n'a pas besoin d'être papier-crayon tout le temps. OK? Et ici, qu'est-ce que c'est la différence entre un groupe verbal et un prédicat? Parce que des fois, c'est des choses qui sont peut-être qu'on connaît moins. OK, ça va vite. Alors, le vocabulaire, je vais juste passer rapidement, on va juste faire le sens et formation de mots. Première chose, ça vient de Rachel Berthiaume et Dominique Antil. La lecture constitue la plus grande source d'accroissement du vocabulaire, mais pour ce faire, il faut donner des textes en lecture autonome. Là, je parle en lecture autonome quand nos élèves lisent toutes seuls, dans laquelle 95 des mots doivent être connus pour que l'élève comprenne et autour de 97 à 98 pour amener à une acquisition incidente, c'est-à-dire implicite, sans un enseignement du vocabulaire. OK? Donc, il faut penser à ça quand on donne des... Si mon objectif, quand je donne de la lecture autonome, silencieuse ou peu importe comment vous l'appelez, des fois, si vous avez des élèves que tout ce qu'ils font, c'est tourner des pages, peut-être qu'on n'a pas le 95 OK? Donc, quelle est mon intention? Si je veux que mes élèves lisent pour apprendre du vocabulaire ou comprendre une histoire, ben, je devrais m'assurer que mes élèves ont les connaissances et les habiletés pour pouvoir le faire de façon autonome. Donc, je vous mets ici différentes façons pour enseigner. Il faut vraiment, comme dans tout, il faut planifier et choisir les mots ciblés. Par exemple, si je choisis un texte, ben, je ne passerai pas à travers tous les mots. Je vais les choisir. OK? Et je vais les réinvestir. C'est super important. On ne fait pas juste les montrer une fois et dire c'est quoi. On veut les réinvestir. On veut les présenter dans des contextes authentiques, variés, puis on fait plus qu'expliquer le mot. On veut que nos élèves soient capables de les réutiliser. Et aussi, les supports visuels sont super importants. Donc, utiliser des tableaux d'ancrage, surtout dans la période d'approbation, quand on parle de nouveau vocabulaire. Tu sais, si je reviens sur la grammaire, ben, ça va être des terminologies que vous allez utiliser avec vos élèves. Donc, peut-être que pour parler de déplacement, peut-être que vos élèves, ensemble, vous pouvez créer un tableau d'ancrage où vos élèves, ça va être plus facile de se rappeler c'est quoi, qu'est-ce que c'est. Puis ça n'a pas nécessairement juste besoin d'être des mots, ça peut être des dessins aussi. Parce que des fois, tu sais, d'avoir une pensée visible, ça l'aide. Je vous ai mis le lien ici, c'est de maternelle à 4e année, mais c'est les mots entendus, lus et orthographiés par niveau. Et c'est parce qu'il y a une distinction, comme j'ai dit tantôt, nos mots qui sont lus par niveau et les mots que nos élèves sont capables d'écrire. OK? Parce que des fois, on va chercher des listes de vocabulaire, on ne sait pas trop d'où elles viennent, puis il n'y a peut-être pas vraiment une raison d'être. Donc, assurez-vous que si vous faites des dictées ou quoi que ce soit, qu'il y a une raison pour ça. Ici, je vous ai mis dans la... Attends une minute, là, je suis rendue... OK. Dans le sens et... on va... OK, oui, c'est ça que je voulais vous montrer, parce que je ne sais pas pourquoi il a fait... OK. Dans le sens et formation des mots, on va parler de morphologie. OK? Vous allez voir ici en rouge, toutes ces habiletés et procédures-là font partie de la morphologie. OK? Donc, déterminer le sens des racines, préfixes et suffixes en 4e année. En 5e année, là, on va parler des affixes en général et on va parler aussi des racines. Et la même chose, on va un petit peu plus loin là, en 6e année. OK, vous vous souvenez, là, quand je vous ai parlé du dictionnaire, là, ben, toutes ces composantes-là sont là. Il y a aussi des connaissances métalexicales qui sont là. Alors, je les ai mis en jaune. Donc, les synonymes, les antonymes, les homophones, ça, c'est quelque chose qu'on doit faire en 4e année. Des mots polysémiques. Puis, vous vous souvenez, ça veut dire qu'ils peuvent avoir plusieurs sens. Même chose en 5e année. Toutes mes connaissances métalexicales sont là. En 6e année, déduire le sens des homophones rencontrés dans des textes. OK? Donc, on fait aussi, quelque part, de l'inférence aussi. Les anglicismes, ils existent. Donc,
on sait que en 4e année, donc, ils doivent être capables de les repérer. En 5e année, ils doivent les repérer et corriger. OK? Et en 6e année, ils doivent s'auto-corriger. Fait que là, on est rendu plus loin. OK? Je dois être capable premièrement, je dois savoir c'est quoi. Et finalement, les expressions idiomatiques. En 4e année, j'ai décrit des images mentales pour créer des expressions idiomatiques. En 5e année, comparer le sens figuré avec le sens littéral et reconnaître la présence de régionalisme dans le vocabulaire. Ça, là, ça va super bien avec le registre de langue. Parce que ça ne veut pas dire que j'utilise des expressions qui sont plus de patois ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. C'est juste que le registre est différent. OK? Donc, ici, je vous ai mis aussi un lien. Encore, on dirait que c'est ma personne préférée présentement, mais Christian écrit énormément de belles choses et c'est dans un petit article de 2 pages et qui vous donne des idées pour travailler les anglicismes à l'oral. Donc, des petites choses pour vous aider avec les expressions idiomatiques, comme on voit sur cette image-ci, vache de temps de cochon, temps de canard, temps de chien. Et nos élèves, c'est drôle là, de jouer avec ça. Je vous ai mis un lien ici pour les listes des expressions idiomatiques, si vous avez besoin d'en trouver. Un texte qui n'existe présentement qu'en format PDF, parce qu'il est quand même plus vieux, mais ça s'appelle Il pleut à boire debout. C'est un petit livre qui est super cute et qui est pour les plus jeunes, mais quand même, dans ce livre-là, l'auteur utilise 11 expressions idiomatiques. Et on pourrait faire un suivi pour à l'écrit. On pourrait demander à nos élèves après d'écrire à la manière de en utilisant des expressions idiomatiques. Vous voyez là comment tout est ensemble. On part de l'oral, on s'en va vers la lecture, puis on s'en va vers l'écriture. Morphologie, c'est quelque chose qu'on doit aussi enseigner. Je vous ai mis des liens ici. Morphographe, c'est plus pour des activités pour que nos élèves, c'est gratuit. Vous n'avez pour que les élèves puissent travailler les préfixes, les suffixes. J'aime beaucoup Morpho Plus. Tout est gratuit aussi. Vous avez une planification 1e à 3e année, 4e à 6e année. Vous avez même l'évaluation. Si vous voulez savoir qu'est-ce que vos élèves, donc pour chaque cycle, il y a des évaluations de ce que nos élèves devraient connaître. Donc, vous pouvez faire, par exemple, je suis en 4e année, à la limite, je pourrais faire premier cycle pour voir qu'est-ce que mes élèves, c'est quoi les connaissances qu'ils ont déjà en morphologie. Et il y a plein d'activités qui sont là, qui sont gratuites. Et c'est super bien fait. C'est fait par Nathalie Chapelot, qui est une enseignante à l'Université pas mal tout le temps, c'est Québec ou à Montréal ou l'Université de Montréal. Mais tout est basé là, sur la recherche. Ils font de la recherche là-dessus. Et il y a même des jeux. Et tout est gratuit. OK? Et si ça vous intéresse, il y a des sessions aussi finaux, Éducation au Québec qui offre des sessions sur la morphologie, si vous voulez en connaître plus. Pour travailler avec les homophones, voyez-vous ici, jeu de mots. Alors, c'est un petit site super bien. Vous avez ça vous explique comment l'enseigner aussi. Vous avez la liste des homophones. Vous avez des quiz, vous avez des jeux, il y a plein de choses. Il y a des jeux, tout ça. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à utiliser pour enseigner les homophones. OK, fluidité de lecture, je vais aller rapidement. C'est seulement en 4e année que techniquement qu'on doit évaluer. Donc, la fluidité en lecture, il y a 2 composantes, la reconnaissance automatique et la lecture expressive prosodie. On prend pour acquis qu'en 4e année, nos élèves connaissent tous les mots fréquents à quelque part, qu'ils les maîtrisent, puis sont capables de les reconnaître rapidement. Et donc ici, on fait vraiment plus la lecture expressive, la prosodie. Donc, une lecture fluide, expressive, et donc, on voit aussi qu'il y a un lien à l'oral. Si je parle de façon saccadée à l'oral, bien, probablement que ma lecture va l'être autant.
OK? Donc, on veut aussi que nos élèves soient capables de corriger ces méprises tout au long de la lecture. OK? Puis, la fluidité, c'est pas, ou la fluence, vous allez voir, là, il y a les deux, on utilise les deux terminologies. C'est une lecture raisonnablement précise à un rythme approprié avec une expression naturelle qui aboutit à une compréhension précise et profonde de ce qui est lu. Okay? Parce que je sais qu'il y a plein de programmes qui existent, on chronomètre les élèves, il faut qu'ils lisent tant de mots par minute ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas nécessairement dire que notre élève a une fluidité. Okay? Le but de la chose, c'est qu'on veut que nos élèves comprennent et aussi qu'ils soient, je peux lire super rapidement et avoir aucune idée de ce que je lis. Et je peux lire comme un robot, puis comprendre, mais en même temps, je n'ai pas d'expression naturelle. Donc, c'est complexe, c'est plus que juste lire selon un chronomètre, puis lire 4 fois le même texte. Okay? Mais on peut le faire pour aider nos élèves à développer une fluidité, là, quand même. Donc, la lecture à haute voix, super importante, même en 4, 5, 6. Puis je sais que les élèves rendus en 5, 6e année, il y en a qui sont plus conscients d'eux-mêmes, là, puis peut-être qu'ils sont plus gênés de lire à voix haute. On peut faire ça peut-être en petits groupes pour faciliter, ou on peut travailler avec nos élèves, de prendre nos élèves et de leur demander de lire à voix haute devant tout le monde un texte que peut-être qu'ils n'ont jamais lu. Des fois, ça peut être un petit peu plus difficile pour certains élèves. On sait aussi que si on voulait travailler un texte en particulier 4 fois, ça peut être suffisant pour que nos élèves développent une certaine fluidité. Le théâtre de lecture, super bien pour aider nos élèves à travailler la fluidité. On peut faire des phrases élastiques, on peut ajouter, jouer avec le langage, utiliser les virelangues. Okay? Les élèves aiment ça. On travaille, encore là, on joue avec la langue. Je veux vous dire aussi que l'année prochaine, on est en train de finaliser le tout. Il va y avoir une série sur la grammaire pour vous aider, parce qu'on le sait que c'est une composante, surtout la syntaxe, qui est un petit peu plus complexe. Donc, Claude Quévillon-Lacasse et Joël Thibault sont tous les deux de l'Université d'Ottawa, et eux, ils utilisent beaucoup la littérature jeunesse dans l'enseignement de la grammaire. Puis, donc, l'année prochaine, ils vont offrir une série là, de septembre à probablement mai. Et ça va être en ligne. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Comme ça, vous allez pouvoir voir quand ça va être affiché. Et demain, j'ai fini 5 heures. Demain, on va aller voir la production de texte. Le vocabulaire, on va parler de l'orthographe, encore de la grammaire, les autres composantes, et on va parler du cercle d'auteur. Voilà.